Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Est-ce que tu m'entends, Cynthia? Est-ce que tu penses que tout le monde Oui, c'est m'entend aussi? parfait. OK. Bonjour, Cynthia m'a présenté, Daniel Boudreau. Je suis biologiste, je suis membre du CA. Peut-être juste rapidement, j'étais à Hydro-Québec avant. J'ai pris ma retraite récemment. Puis quand j'étais à Hydro-Québec, j'étais responsable notamment de la carboneutralité de l'entreprise. Donc, je vais vous parler un peu plus de ça aujourd'hui. On va parler un peu le rôle des phytotechnologies dans la carboneutralité des villes. Et cette présentation-là découle aussi d'un mémoire que j'ai présenté à l'OCPM à Montréal, l'Office de consultation publique de Montréal, dans le cadre du PUM, le plan d'urbanisme et de mobilité de la ville de Montréal en 2050, sur lequel je revenais un peu plus en détail sur le rôle des solutions fondées sur la nature, donc les phytotechnologies, dans la carboneutralité de la ville de Montréal. À la fin de la présentation, quand on va vous envoyer le lien pour la présentation, vous aurez accès aussi au mémoire. Je vais fournir une copie du mémoire qui détaille beaucoup plus que ce que je présente dans la présentation sur le rôle des phytotechnologies ou des solutions fondées sur la nature. Donc, en gros, le plan de la présentation aujourd'hui, ce matin, je vais vous parler un peu de la carboneutralité. Qu'est-ce que c'est? Vous avez probablement entendu parler de ça de plus en plus. Là. On parle que le Canada veut être carboneutre d'ici 2050, que la ville de Montréal aussi veut être carboneutre sur 2050, le gouvernement du Québec. Mais qu'est-ce qu'on entend quand on parle de carboneutralité? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais revenir un peu plus là-dessus pour expliquer un peu à tout le monde. Puis, comme on a dit tout à l'heure, Cynthia a dit que si vous avez des questions, on pourra revenir à la fin de la présentation pour répondre au mieux possible. Ensuite, on est dans un webinaire de la Société québécoise de phytotechnologie, donc je vais quand même faire un bref survol des phytotechnologies les plus courantes qu'on a ici, qui peuvent aider à l'atteinte de la carboneutralité des villes. Mais je vais surtout m'attarder aussi sur les capacités de stockage du carbone dans les villes par les phytotechnologies et le biochar. Le biochar, c'est un peu, je vous dirais, une composante importante des phytotechnologies. On va le voir dans la présentation, car c'est une façon de transformer les résidus, notamment des arbres et autres, pour en faire du carbone à plus long terme. Et je vais terminer, bien sûr, avec une conclusion générale. Donc, c'est quoi la carboneutralité? C'est assez simple à comprendre. Ça comprend deux grands types d'actions. Vous avez les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on parle de la décarbonation dans ce contexte-là, qui consiste à réduire au maximum les émissions de CO2 et de gaz naturel de méthane. On convertit ça toujours en ce qu'on appelle en équivalent CO2. Parce que c'est la façon de mesurer ça. Fait que autant le méthane que d'autres types de gaz, on les convertit toujours en équivalent CO2 pour être capable d'avoir une simple mesure. Les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ben, on parle beaucoup des utilisations des énergies renouvelables, la priorisation des industries vertes, la décarbonation de la logistique aussi, et l'utilisation, bien sûr, des transports actifs et collectifs et l'électrification des véhicules. Pour atteindre la carboneutralité, par contre, il y a un paquet je vous dirais, d'émissions résiduelles qui sont extrêmement difficiles à décarboner pour toutes sortes de raisons. Donc, on met en place ce qu'on appelle des mesures de compensation carbone des émissions de gaz à effet de serre. La compensation carbone, ça vise à éliminer le CO2, normalement par des solutions climatiques fondées sur la nature. On parle dans ce cas-là de reboisement, de séquestration du carbone dans les sols, la production de biochar, autant dans les villes ou ailleurs sur le territoire. Il existe aussi des solutions plus technologiques comme on appelle le DAX, Direct Air Capture, dans l'air. C'est une technologie, par exemple, où on va chercher directement le CO2 dans l'air par des immenses ventilateurs, puis on le séquestre dans des composantes chimiques, puis on le met dans le sol. Ça ne sera pas abordé dans la présentation comme telle. Moi, je vais plus me concentrer sur ce qu'on appelle les phytotechnologies ou les solutions fondées sur la nature. Et la carboneutralité, finalement, c'est de mettre un point nul entre les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone qu'on est capable de faire. D'une façon plus imagée, ici, vous avez un exemple de ce que ça peut représenter la carboneutralité.
On appelle ça aussi le net zéro. C'est une autre façon de ramener ça. J'ai une définition qui est tirée du plan climat de la Ville de Montréal. Pour être carboneutre, il faut avoir un impact nul sur le climat. Il faut réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on est une ville, par exemple, ben, c'est d'essayer de réduire, d'avoir des véhicules électriques le plus possible, d'être capable de transformer les secteurs qui consomment du pétrole ou du gaz naturel à l'électricité, à l'hydroélectricité. Et sinon, il faut compenser celles qui sont toujours émises dans l'atmosphère, par exemple en plantant des arbres, en créant de nouveaux espaces verts. Les arbres et d'autres végétaux vont absorber le CO2 de l'atmosphère et c'est ça qui permet aux plantes et aux arbres de croître. En prenant le CO2, on l'incorpore directement à l'intérieur de la matrice des plantes et ça permet à ce moment-là une croissance de la végétation puis une absorption du CO2 pour le temps que les arbres sont en place. Vous avez ici un exemple qui est tiré du GIEC, ici en 2022. Vous avez les millions de tonnes de GES qu'on voit à gauche à partir des années 2000 qui sont émis par les émissions de méthane, de CO2, les autres types d'émissions. Et plus vous avancez dans le temps, ce que vous avez en bas de la ligne du net zéro, vous avez en vert pâle et en vert foncé un peu les méthodes de séquestration du carbone qu'on est capable de mettre en place. On parle ça d'élimination du CO2 par des solutions naturelles et celles aussi par des technologies un peu plus sophistiquées comme, je vous disais, la capture directe dans l'air, par exemple, où on peut utiliser aussi on a dans le coin de Val-des-Sources, là, ancienne asbestos, des capacités de broyage de matières euh, qui contiennent du manganèse ou d'autres produits, puis on est capable d'aller absorber d'une façon chimique le CO2 dans l'air. Mais nous, on va se concentrer, comme on disait tout à l'heure, essentiellement sur les méthodes plus naturelles. Donc, ce qu'on vise ici, vous le voyez en bas, 2050, on parle de carboneutralité, que ce soit pour une ville, une province, une industrie. Au Canada, au Québec, on vise 2050 comme carboneutralité. On est certain qu'il va rester encore des émissions de gaz à effet de serre. Donc, normalement, on devrait compenser nos émissions par des technologies d'élimination du CO2 de façon naturelle. Donc, c'est une façon de faire comme telle. Ici, on a un exemple. Je voulais vous montrer un peu un exemple de ce qu'il y a comme objectif pour la ville de Montréal, pour la collectivité montréalaise, pour vous montrer un peu les enjeux que ça peut représenter. Ça, c'est tiré de la ville de Montréal, l'inventaire des émissions de GES de la collectivité montréalaise de 2022. Vous avez les émissions de GES à gauche en milliers de tonnes de CO2. Donc, quand vous avez en haut une ligne, là, on parle de 10 000 milliers, donc c'est 10 millions de tonnes de CO2. L'objectif de 2020 a été pas mal obtenu. En 2020, effectivement, on a baissé à cause de la COVID. On était en bas des émissions normales et ça a commencé à remonter jusqu'en 2022. Je n'ai pas les données plus récentes, 2023 et autres. L'objectif de 2030, c'est la ligne pointillée qu'on a à peu près à l'équivalent d'à peu près 7 millions de tonnes. Donc, on voit qu'on est quand même encore assez loin de ça. L'objectif de 2050, c'est la ligne du zéro. En bas, la ligne pointillée rouge. Donc, vous comprenez que c'est un enjeu majeur pour une ville pour Montréal de s'être engagée dans une carboneutralité d'ici 2050. Donc, comment est-ce qu'on va l'atteindre? Ça, on va regarder un petit peu comment on pourrait, avec les solutions fondées sur la nature, les phytotechnologies, être capable d'en atteindre au moins une partie. J'ai repris un autre exemple de la ville de Québec, les deux plus grandes villes. Donc, ici à Québec, on vise une réduction d'ici 2030 des émissions de la ville de 45 par rapport à 2010. Donc, vous avez des émissions en 2010, 2017, 2020, on a vu une légère baisse. 2021, c'est augmenté. Normalement, en 2030, puis ici, on est encore dans les mêmes ordres de grandeur. Ben, un peu plus bas, là, on est à peu près à 3 millions de tonnes de CO2 ou 3 000 milliers de tonnes de CO2. Et donc, ce qui est visé en 2030, c'est d'être en bas de 2 millions de tonnes de CO2. C'est quand même encore là assez ambitieux, parce qu'on ne s'enligne pas nécessairement sur ces objectifs-là. Vous avez ici, dans ce cas-ci, les différentes catégories qu'on peut voir, le transport représentant la majeure partie des émissions, les énergies stationnaires au niveau des bâtiments, l'agriculture en orange, c'est très faible partie. Il y a les procédés industriels, etc.
Donc, vous comprenez que pour réussir à atteindre ce genre d'objectif-là de réduction des émissions de gaz à effet de serre, oui, il va falloir réduire les émissions directement, mais il va falloir aussi compenser une partie des autres émissions. Donc, dans un premier temps, ici, je vais faire un survol des phytotechnologies. Les gens qui connaissent ça assez bien, là, je vais aller quand même assez vite là-dessus pour vous expliquer un peu par la suite, mettre plus de temps sur la partie de séquestration du carbone qui peut être faite grâce à ces phytotechnologies-là. Je vais commencer par vous donner une définition de ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Vous avez probablement entendu le terme depuis un certain nombre de temps. On appelle ça en anglais des nature-based solutions. Les phytotechnologies en font partie. Les phytotechnologies, pour nous, dans la société, on, on vise surtout dans le milieu urbain, même si ça peut être aussi dans le milieu agricole et autres. Mais les solutions fondées sur la nature sont d'une façon beaucoup plus large des solutions qui permettent, selon deux grandes définitions, selon l'Union internationale de conservation de la nature, ce sont des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. J'aime beaucoup plus la définition de la Commission européenne. Les solutions fondées sur la nature sont inspirées et soutenues par la nature, fournissent simultanément des avantages environnementaux, socio-économiques, contribuent à renforcer la résilience. Comme je vous disais, les solutions fondées sur la nature apportent davantage de nature et de processus naturels dans les villes par le biais d'interventions efficaces en termes de ressources et adaptées aux conditions locales. Les phytotechnologies en font partie parce que les solutions fondées sur la nature sont quand même beaucoup plus larges que ça. Il y a une méta-étude qui a été réalisée en 2024, là, je vous avais les références en bas. 155 articles qui avaient été évalués par les pairs ont montré que les solutions fondées sur la nature étaient plus efficaces que les solutions d'ingénierie pour atténuer les risques des changements climatiques dans 65 des études et plus rentables dans 71 des cas. Donc, si on revient un peu plus sur les phytotechnologies, vous allez voir les 3-4 prochaines diapositives vont essentiellement en faire un résumé. Vous les connaissez, je n'ai peut-être pas obligé d'insister tant que ça. Il y a ce qu'on appelle les toits végétalisés, les toits vals, les toits terrasses, permettent de contrer des îlots de chaleur, de rafraîchir et isoler les bâtiments. Ça ralentit, diminue le ruissellement, le rejet d'eau de pluie, ça augmente la biodiversité. Ça peut séquestrer, là, en fonction des études, de 0,5 à 10 kg de CO2 équivalent par mètre carré en fonction du type de toit et de plantes utilisées. C'est une des rares technologies qu'on peut développer à plus grande échelle dans les villes, là, les toits végétalisés, parce que souvent, les surfaces au niveau du sol sont déjà prises par un paquet d'activités. Les surfaces de toit auraient un potentiel beaucoup plus important de séquestration du carbone que ce qu'on a présentement. Il y a aussi ce qu'on appelle les structures végétales verticales. En bas, ici, on voit un exemple du pavillon horticole plantes grimpantes qui ombragent les murs et atténuent la vélocité du vent et son effet de refroidissement. On a ici les systèmes de végétalisés de gestion des eaux pluviales. On commence à en avoir de plus en plus à Montréal, là, les gens qui sont un peu plus familiers à ça. À Québec aussi, ça commence. C'est souvent des saillies de trottoirs. Ça permet de recueillir les eaux pluviales afin de retarder leur arrivée dans le réseau d'égouts. Bon, ça ralentit la course de l'eau en diminuant son pouvoir érosif, favorise la sédimentation. Ça absorbe l'eau, favorise l'évapotranspiration aussi. Ça maintient et augmente la porosité du sol. Et selon certaines études, ça peut séquestrer de 62 à 119 kg de CO2 par équivalent par mètre carré. Ça dépend de ce qu'on a. On n'a pas beaucoup de données pour le Québec, mais on n'en a pas du tout en passant. J'en ai pas trouvé dans la littérature, mais il y en a quand même pas mal pour quelques autres pays là, comme tel. Là. On va les voir un petit peu plus en détail tantôt. Il y a aussi les systèmes d'ouvrages de rétention qu'on connaît bien aussi. Là. Ça, c'est des photos de Rousseau-Lefebvre. Ça permet de recueillir les eaux pluviales afin de retarder leur arrivée dans le réseau d'égouts pluvial. Ça réduit les volumes, le débit de pointe des eaux de ruissellement afin de diminuer la fréquence des épisodes de survesse et la pollution des cours d'eau récepteurs. À Montréal, par exemple, puis une partie de Québec aussi, on a ce qu'on appelle un réseau sanitaire, un égout qui est un réseau unifié, donc pluvial et sanitaire. Donc, quand il y a une arrivée d'eau pluviale trop importante, comme les pluies monstres qu'on a eues à l'été passé, bien souvent, l'usine de traitement n'est pas capable de traiter ces eaux-là. Donc, il y a une survesse qui se fait dans le fleuve, notamment,
sans aucun traitement. Quand on met des systèmes de rétention comme ça permet de retenir une partie de l'eau de pluie pour éviter de saturer, si on veut, l'usine, être capable justement de retarder un peu l'arrivée de... Et ça a aussi une certaine capacité de séquestration du carbone qui n'est pas nécessairement très importante, mais quand même. Là. Bon, il y a plusieurs types de bassins avec retenue permanente, sans retenue, les différentes appellations, bassins de rétention, végétalisés, zones de biorétention, etc. On a aussi des systèmes des ouvrages d'infiltration qu'on voit souvent près des nouvelles habitations. Ça permet de récolter une partie de l'eau de ruissellement aussi, favoriser son infiltration dans le sol. C'est une approche uniquement possible si les sols, bien sûr, sont suffisamment perméables et si les eaux de ruissellement ne sont pas contaminées. Permet de recharger la nappe phréatique. On appelle ça des bassins ou tranchées d'infiltration, des noues végétalisées ou des jardins pluviales. On les a aussi dans les ouvrages de transport ici, sur le bord des autoroutes, où ça permet d'acheminer graduellement et lentement une partie de l'eau de ruissellement vers le réseau collecteur, permet une certaine infiltration dans le sol. Ça a encore ici plusieurs noms. C'est toujours un peu plus compliqué de se retrouver, là, parce que des fois, on a des noms différents pour des ouvrages qui sont un peu similaires. On parle de dépression, de baissières végétalisées, des noues, des fossés végétalisés. Enfin, il y a nos célèbres arbres de rue qui permettent quand même de récolter une partie de l'eau ruissellement et favoriser son absorption par les végétaux. Les arbres ont absorbé de certaines quantités d'eau pour leur croissance et rejeté une partie dans l'atmosphère sous forme de transpiration par le feuillage. En réalité, ce que les arbres font, c'est qu'un arbre, un gros arbre peut être capable de libérer jusqu'à 350 litres dans l'air, juste par la transpiration, si on veut. Et ce que ça fait un effet de brumisation. Fait que vous voyez ça dans les festivals ou sur les rues piétonnes dans l'été. Souvent, on a des petits brumisateurs qui libèrent un peu d'eau dans l'air, puis ça rafraîchit les passagers, mais c'est un peu les passants, mais c'est un peu la même chose que les arbres vont faire dans les parcs. Donc, souvent, ça peut permettre aussi de réduire les îlots de chaleur et ça peut séquestrer à peu près autour de 300, 270 à 400 kilos de carbone après 35 ans. En réalité, dans un arbre, quand vous regardez un arbre de rue ou un arbre en forêt et autres, là, il y a environ 50 que c'est du carbone. Le reste, c'est de l'hydrogène, c'est de l'oxygène, différents autres éléments. Donc, un arbre, par sa croissance, va séquestrer énormément de carbone sous forme de CO2 et va le transformer pour être capable d'assurer sa croissance comme telle. On a aussi, en finissant pour le survol des phytotechnologies, ce qu'on appelle la phytoremédiation. Ce n'est pas nécessairement très développé, mais c'est beaucoup dans l'est de Montréal. Ici, on en a des exemples ici. C'est des plantations souvent qu'on appelle en milieu industriel qui permettent à ce moment-là d'utiliser les végétaux et notamment les micro-organismes associés pour éliminer, contenir ou rendre moins toxiques les contaminants environnementaux. Utilisés pour traiter les sols, l'air et l'eau, des exemples d'anciens sites à restaurer, les sites industriels, les sites miniers. On aurait tout intérêt dans l'est de Montréal, notamment, à développer ça, puis dans des anciens sites industriels aussi. Ça permet encore là de retenir une partie de l'eau, de séquestrer, et ça végétalise aussi des terrains qui sont souvent abandonnés, là, comme tel. Donc, là, je viens de faire le tour des phytotechnologies. On va regarder un peu plus dans cette deuxième partie-ci les capacités de stockage du carbone dans les villes par les phytotechnologies et le biochar. Je vous ai parlé rapidement du biochar tout à l'heure, mais je dois revenir plus en détail dans cette deuxième partie-ci. Bon, le stockage du carbone dans la végétation, c'est quand même assez important dans les villes. On va le voir, j'ai sorti quelques exemples de la littérature, mais comme je vous disais, j'ai déposé un mémoire dans le cadre du plan d'urbanisme de la ville de Montréal qui détaille beaucoup plus ce genre de situation-là, puis on pourra le rendre disponible là, aux gens qui auront assisté à la présentation pour la suite, si les gens veulent aller plus loin dans le détail des études qui existent sur le sujet. Donc, les villes, on sait, peuvent mettre en œuvre simultanément plusieurs solutions naturelles pour maximiser leurs avantages en termes de bien-être et de séquestration du carbone. Là, par exemple, il y a une étude à Barcelone qui a comparé à Malmö et à Utrecht l'installation de toits verts, l'amélioration de la végétation dans les parcs urbains et la plantation d'arbres. Et ils ont évalué qu'il y avait un potentiel d'augmenter le stockage du carbone de plusieurs ordres de grandeur par rapport à ce qu'il y avait initialement. Tu sais. On a fait aussi, au niveau mondial, on a fait des études, pour on a évalué que le boisement de l'espace disponible dans les zones urbaines, estimé à peu près à 11 millions d'hectares de terre à l'échelle mondiale, pourrait également augmenter
les absorptions annuelles de 82 millions de tonnes de CO2 par année. Bon, là, je vais peut-être faire un retour rapide sur ce que représentent les millions de tonnes de CO2. Le Québec produit à peu près, à chaque année, à peu près ça, 80 millions de tonnes de CO2, d'équivalent CO2, dans ses émissions annuelles, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau des industries, les changements d'utilisation des terres aussi, et tout ce qu'on émet dans le CO2. Le Canada émet à peu près 700 millions de tonnes de CO2 par année. Ça vous donne un peu un ordre de grandeur de ce qu'on. Et comme je vous disais, la Ville de Montréal, tout à l'heure, avait des émissions d'à peu près de 10 millions de tonnes. La Ville de Québec, on était peut-être à 3-4 millions de tonnes à peu près. Là, je revienne. Là, et par année. Fait que quand on dit qu'on serait capable d'absorber 82 millions de tonnes à travers le monde, c'est quand même significatif. On a aussi d'autres formes de. Je n'ai pas parlé dans les présentations, dans les phytotechnologies, mais l'agriculture urbaine ainsi que le jardinage communautaire peuvent également jouer un rôle mineur, mais non négligeable dans la séquestration du carbone. Il n'y a pas eu beaucoup d'études qui ont été faites, mais on a estimé localement que la croissance de l'agriculture urbaine à Bengaluru, en Inde, pourrait séquestrer à peu près 11 tonnes de CO2 par hectare d'ici 2032 et de 26 tonnes de CO2 au Brésil d'ici 20 ans. C'est un peu, encore là, c'est la même chose par hectare, mais évidemment, tout dépendant comment les choses se sont développées. L'ensemble de la littérature mondiale sur le sujet suggère une augmentation de la séquestration annuelle de 100 à 300 millions de tonnes si des stratégies de végétation urbaine, de revégétalisation sont mises en œuvre dans l'ensemble des villes du monde entier comme tel. Ça, c'est écrit beaucoup plus dans l'étude de Rodriguez qui est mentionnée en bas. Là. Donc, ça donne quand même un potentiel qui n'est pas aussi important que dans les milieux agricoles ou forestiers, là, mais ça donne quand même une idée. On estime, je ne l'ai pas détaillé dans cette présentation-ci, mais qu'avec l'ensemble des solutions fondées sur la nature au niveau mondial, on pourrait probablement séquestrer à peu près autour de peut-être 10 milliards de tonnes de CO2 à peu près par année, au niveau des forêts, au niveau des milieux agricoles, les terres dégradées, etc. Dans les villes, ce n'est pas aussi important parce que les surfaces sont moindres, les surfaces disponibles sont moindres, mais ça reste quand même quelque chose de significatif. Et ça n'a pas juste des avantages en termes de séquestration de carbone. Comme vous le savez, ça a tous les avantages au niveau de la rétention de l'eau, de la biodiversité, de toute la réduction des îlots de chaleur, etc. Donc, ça reste quand même quelque chose d'important là, qui n'est pas négligeable. Comme par exemple, ici, dans une étude, on a estimé en Californie que dans les arbres de rue, dans les terres urbaines disponibles en Californie, il serait possible de planter encore 36 millions d'arbres supplémentaires et de séquestrer 4,5 millions de tonnes par année. C'est de réduire aussi la température de surface d'environ 1,8 à 2 degrés, ce qui est quand même pas négligeable. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, dans les arbres, on a environ 50 que c'est du carbone. Donc, ça veut dire que cette séquestration-là du carbone est quand même importante comme telle. Et tant que les arbres vont être en croissance, on va aller continuer à séquestrer du carbone comme tel. Il y a une étude intéressante aussi qui est mentionnée en bas, Gilman, sur la tonte des pelouses. Là, on a commencé à Montréal à faire ce qu'on appelle la gestion différenciée de la végétation. Donc, on réduit les tontes urbaines, les tontes de la pelouse. Mais on estime qu'aux États-Unis, que l'herbe tondue couvre environ 16 millions d'hectares dans les 48 États contigus des États-Unis. Ça, juste les pelouses, c'est une superficie qui équivaut environ à celle de l'Angleterre et de la Belgique réunies. Ainsi, aux États-Unis, seulement de 1,1 à 5,5 millions de tonnes sont émises chaque année en raison de la tonte. Bon, on parle aussi avec les engrais, etc. L'herbe tondue, fertilisée, irriguée peut produire des émissions sur 2 décennies équivalent à 43 millions de tonnes d'équivalent CO2. L'étude de Gilman en bas fait une belle revue de littérature de toutes les études qui ont été faites là-dessus. Et on a estimé que si un tiers des pelouses des zones urbaines mondiales étaient converties en zones arborées, on estime que de 310 à 1,6 million de tonnes de CO2 1630 mégatonnes de CO2 pourraient être séquestrées sur 20 ans. Donc, si on transformait une partie de ces grandes pelouses-là en zone avec des arbres, on aurait quand même un avantage important.
Donc, le stockage du carbone dans les sols urbains, grâce au biochar. Bon, j'ai parlé beaucoup de la séquestration du carbone par la végétation. Excusez, je vais prendre un peu d'eau. Bon, on est capable aussi de faire une séquestration du carbone en associant le biochar dans les sols pour augmenter notamment la capacité des sols urbains. On sait que dans les sols urbains, la capacité de carbone est assez variable, excusez-moi, mais on serait capable, mais peut être comparable à certaines terres agricoles et rurales en fonction du type d'habitat. Il y a une étude qui a été faite par l'ADEME sur le carbone organique des sols. On le voit que dans les prairies, les sols artificialisés, on peut avoir en fonction du type de sol, on est capable d'avoir quand même des assez bonnes quantités de carbone séquestrées. Et on pense que le biochar, dans plusieurs études, c'est capable d'aider beaucoup à la séquestration du carbone. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle du biochar? Vous avez probablement entendu parler de ça depuis assez récemment. Moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus dans les 2, 3 dernières années. Là. C'est une façon de carboniser de la matière organique qui contient du carbone, donc des résidus d'arbres et autres, et en absence d'oxygène. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on produit ce qu'on appelle un charbon de bois communément utilisé dans le milieu avec les barbecues. Mais ici, dans ce cas-là, on le considère en le mêlant dans les sols agricoles ou les sols urbains. Et à ce moment-là, on produit ce qu'on appelle un biochar. Et ce biochar-là, ce que vous voyez sur la photo de droite, là, ça ressemble un peu à une éponge. Là. Ben, c'est une photo microscopique du biochar qui est produit par la carbonisation de la matière organique et ça permet d'avoir une très grande résistance à la dégradation. Fait que le CO2, le carbone qui est séquestré là-dedans, va rester, je vous dirais, sous forme de biochar pendant des centaines et même des milliers d'années. Il y a eu des études depuis un certain nombre d'années, depuis à peu près, je vous dirais, depuis 2007-2008, qu'on s'adresse à ça de façon beaucoup plus importante. Et l'intérêt que ça représente, notamment, c'est que le biochar peut être utilisé comme amendement du sol en raison de ses grandes capacités de rétention d'eau et de nutriments comme tel. Et souvent, ce qu'on voit ici, les alvéoles qu'on voit dans la photo, à la photographie microscopique, c'est que c'est des conditions idéales pour les champignons, les bactéries, et ça retient beaucoup l'eau, donc ça améliore aussi la capacité des sols comme tels à retenir l'eau, mais aussi à la croissance de la végétation. On a fait beaucoup d'études en milieu agricole, surtout, qui a été faite, où on s'est rendu compte que le biochar augmentait le rendement des cultures d'environ 16 en moyenne. C'est sûr qu'il y a certaines études où c'est moins, il y a des études que c'est plus. 16 ça peut ne pas vous apparaître très élevé, mais c'est à peu près le même niveau d'augmentation que peut faire quand on met de l'engrais naturel dans des champs. Donc, c'est quand même très significatif et ça améliore la quantité de carbone qu'il y a dans les sols. À l'échelle mondiale, il y a beaucoup d'analyses, mais le biochar pourrait stocker probablement jusqu'à 4,6 milliards de tonnes de CO2 par année, ce qui est quand même très significatif. Pour vous donner une idée, les émissions annuelles de la planète là, par l'ensemble des industries, le transport et tout ça, on parle d'à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont émis à chaque année, sans compter le changement d'utilisation des terres, là, juste par les émissions direct des industries, puis de ce qu'on consomme comme carbone, comme pétrole et charbon et compagnie. Donc, de pouvoir séquestrer là, 10 de ça par le biochar, ça serait quand même assez important. Il y a quelques études, il y a eu quelques projets qui ont été faits sur la séquestration du carbone dans les sols urbains, notamment à l'ajout dans les fosses d'arbres. À Stockholm, ici, on a un exemple que depuis 2009, il y a un mélange de biochar avec de la pierre concassée qui a été mis en place pour les fosses à arbres avec un mélange courant pour les plantes vivaces et les arbustes d'environ 75 de gravier pour 25 de biochar. Mais pour les arbres, on avait besoin de moins de biochar. Fait que pourquoi on avait un mélange de 85 de gravier et de 15 de biochar? Ici, on a un exemple. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble à Stockholm là, pour la plantation des arbres. Et ils ont une usine de production de biochar à Stockholm. Une petite usine, là, puis on utilise tous les résidus agricoles, de foresterie qui sont utilisés pour transformer ça en biochar, puis ensuite le biochar est mis dans les fosses à arbres.
Il y a quelques projets qui ont eu lieu, notamment au Minnesota. Ils sont en train de finaliser une usine de production de biochar comme ça dans la ville. Mais dans les villes comme Montréal et Québec, on a énormément de résidus, des branches et autres, et tout ça, les résidus de compostage. On serait capable de produire du biochar et mélanger ça avec les fosses à arbres. À Montréal, notamment, on sait que la qualité des sols dans les fosses à arbres est de très mauvaise qualité en général. Donc, la ville aurait tout intérêt, un peu comme Québec, à être capable de rajouter du biochar. On a fait une étude à Helsinki, l'ajout de biochar aux arbres, aux arbustes et aux pelouses et aux toits verts. On a estimé qu'on pourrait stocker à peu près 300 000 tonnes de CO2 pendant 50 ans. Le biochar était responsable à peu près de 65 du carbone stocké. Dans l'ensemble du Royaume-Uni, on a estimé que le potentiel de capture du carbone des sols urbains avec des ajouts de biochar pourrait atteindre environ 4 millions de tonnes par année. Quand je vous dis que la ville de Montréal, on émet à peu près 10 millions de tonnes, peut-être qu'on serait capable d'aller séquestrer peut-être 3, 4, 500 000 tonnes à Montréal, juste par le biochar comme tel, ce qui est quand même très significatif. En plus, ben, il y a beaucoup d'études qui démontrent que l'ajout de biochar dans les sols urbains au niveau des fosses à arbres, mais ça améliore la survie des arbres parce que ça permet d'avoir moins besoin d'irriguer. Ça rajoute du carbone, ça permet aux bactéries de se développer, aux champignons aussi, toute la microflore qu'on trouve dans les sols. Donc, on a fait aussi un estimé du potentiel de stockage du carbone dans les sols urbains et on estime entre 7 et 50 millions de tonnes de carbone qu'on pourrait séquestrer par le biochar comme tel. Juste pour vous donner un exemple, au Québec, oui, c'est une Est-ce que question? tu peux juste masquer le message en bas? Parce que ça cache les sources. Oups, ça Oups, vient de ouais. faire. Tu peux Ah, merde, repartager. écran 1, partager. Non, c'est écran 1, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, elle a fermé. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Est-ce que vous la voyez, là? Oui, juste masquer le. Ouais, c'est ça. Masqué. OK. Ah, ben regarde, c'est parce qu'elle disparaît quand je le masque. Je suis désolé, Ah, là. bon, c'est bizarre. Bon, ben, ça va. Ok, là, il est plus là. C'est plus là, là. C'est correct. Ah, OK. C'est bon. Donc, oui, c'est ça. Il y a une étude qui a été faite, mais vous allez avoir accès à la présentation après, fait que vous allez pouvoir aller chercher ça. Puis c'est bien détaillé ici. Fait qu'au niveau mondial, dans les sols urbains, on serait capable de séquestrer probablement entre 7 et 50 millions de tonnes. On peut mélanger aussi le biochar avec le compost, notamment. Ça améliore les qualités du compost. Et le compost, rapidement, lui, va se dégrader pour aller permettre aux plantes d'aller chercher le carbone et les éléments nutritifs. Mais l'intérêt que ça représente, c'est que le biochar, lui, va rester dans le sol pendant peut-être plusieurs centaines d'années et il va séquestrer le carbone comme tel. On a au Québec à peu près deux grands procédés de fabrication de biochar. Il y a la compagnie RX qui a ouvert une usine à Port-Cartier qui produit du biochar avec les résidus forestiers qui viennent de Rémabec à côté, qui est la compagnie forestière du coin. Et le biochar qui est produit est vendu en Europe parce qu'il y a une entente avec Suez pour être mis dans les terreaux et dans les fosses à arbres là-bas et dans le milieu agricole. Et la valeur du biochar, la séquestration du biochar est vendue à un joueur comme Microsoft qui achète juste la valeur carbone de séquestration du biochar à 150 la tonne. J'aurais pu vous parler des crédits carbone ici, mais c'est un autre sujet que je connais bien, là, mais ça déborde du cadre de la présentation. On pourra y revenir à un autre moment donné si vous êtes intéressé comme tel. Donc, c'est une façon ici, on voit que la séquestration du carbone peut se faire. Je termine la présentation avec le stockage du carbone sur les toitures végétalisées grâce au biochar. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais on a quand même trouvé dans une étude qu'à raison de 10 à 30 de l'ajout de biochar permet d'obtenir des substrats de toit vert plus légers et d'améliorer l'approvisionnement en eau des plantes, ce qui permet non seulement d'élargir la sélection des plantes dans les climats secs, mais aussi d'améliorer la rétention des eaux pluviales. Euh, le biochar est un bon substrat pour les toits verts parce qu'il y a une faible densité apparente, il y a une grande capacité de rétention d'eau et une porosité remplie d'air, une teneur organique minimale. Et ça permet à ce moment-là, comme je vous dis, ça, c'est des études qui ont eu lieu à Malmo, entre autres, là.
on serait capable de séquestrer à peu près, selon les études, autour d'à peu près 11 kg de CO2 par mètre carré, avec un taux d'application de 4,8 kg de biochar par mètre carré. Ça, c'est tiré, bon, il y a plusieurs études qui sont tirées de la synthèse qui a été faite de Rodriguez et au, là, que je mentionne à plusieurs reprises, mais il y a beaucoup d'autres études là, qui sont mentionnées dans, le, dans cette revue de littérature-là notamment. Donc, je terminerai là-dessus en vous disant que les phytotechnologies, on sait qu'ils peuvent renforcer le verdissement urbain, notamment en favorisant la plantation d'arbres, l'aménagement de toits végétalisés et l'implantation d'infrastructures végétalisées de gestion des eaux pluviales. Ils ont beaucoup d'avantages au niveau de la biodiversité aussi, au niveau de la rétention d'eau, par rapport aussi à la réduction des îlots de chaleur. Mais il peut aussi jouer un rôle non négligeable dans la séquestration du carbone dans les villes. Si on pouvait le quantifier au Québec, faire des études là-dessus, ça nous permettrait, pour les villes comme telles, d'être capable de mieux quantifier la séquestration du carbone et d'être capable d'approcher un peu plus la carboneutralité, au moins pour être capable de dire, écoutez, si on serait capable d'aller chercher 500 000 tonnes par année ou 1 million de tonnes en séquestration du carbone dans une ville comme Montréal, bien, on pourrait à ce moment-là probablement réduire de 10 ce qu'on appelle l'ensemble des émissions de la ville. Et on sait que le secteur horticole, de son côté, devrait envisager une production accrue de végétaux et d'arbres afin de combler les besoins grandissants de séquestration du carbone. Tu sais, on parle de 2050 pour la carboneutralité des villes, mais ce qu'on va voir dans les prochaines années, c'est qu'on va avoir de plus en plus des secteurs urbains qui vont vouloir aller sur la séquestration du carbone. Donc, moi, je considère que les villes, les OBNL, les firmes privées auraient intérêt à développer une expertise en séquestration du carbone afin d'être en mesure de s'aligner sur les objectifs de carboneutralité des villes ou des pays. Enfin, les secteurs des phytotechnologies auraient tout intérêt à développer aussi l'utilisation du biochar, autant en termes de séquestration du carbone, mais aussi en raison des possibilités d'amélioration de la productivité horticole et de la survie des plantations en milieu urbain avec les caractéristiques uniques du biochar. Bon, ça termine ma présentation. Il me restait 3 minutes 50. Je vous remercie. S'il y a des questions, on peut passer aux questions maintenant. Fait que Oui, là, je on a des reviens. questions. Est-ce que c'est correct, là? Est-ce que ma Ben présentation. là, oui, oui, là, on me voit, si tu peux arrêter de partage, parce que là, on me voit juste en très gros. OK. Annuler le partage? Parfait. Oui, c'est bon. Puis, dans le fond, je vais commencer avec les questions dans le question-réponse. Oui. Est-ce que les graminées à gazon sont utilisées en toit vert? Est-ce qu'elles sont trop d'entretien? Les graminées en gazon utilisées en toit vert, on demande beaucoup d'entretien. La Ouais. particularité, quand moi, je suis membre de la Société québécoise de phytotechnologie, c'est que je ne suis pas un spécialiste des plantes comme tel. Je suis beaucoup plus un spécialiste du carbone et des sols et du biochar. Fait que ce n'est pas le genre de question, malheureusement, sur lequel je serais capable de répondre. Il y a sûrement des gens autour de la table qui sont plus capables de répondre à cette question-là que moi. Désolé. Et s'il y en a qui veulent faire leurs commentaires en même temps, je sais qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont répondu au fur et à mesure OK? pendant le webinaire. Une autre question, est-ce que le procédé de carbonisation émet de façon importante des GES via la combustion, partielle ou complète? Oui, c'est c'est une bonne question. Quand on fait de la pyrolyse, on appelle ça de la pyrolyse, on fait ça en absence d'oxygène. Donc, on carbonise, on limite l'arrivée d'oxygène, parce que s'il y avait de l'oxygène complet qui arriverait, on se retrouverait juste avec de la cendre. Donc, les procédés vont, à ce moment-là, essentiellement libérer un peu de CO2, mais souvent, ou de carbone, qui va être remis dans le procédé pour chauffer le procédé au début, pour chauffer la matière organique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'émissions par la combustion comme telle de CO2. On considère que selon les technologies, ben, on peut récupérer à peu près 50 du carbone des arbres et le reste va servir. Ça va dépendre aussi des autres technologies. Des technologies où on est capable d'aller en récupérer encore plus par distillation, puis être capable de
Pyrovac, notamment à Québec, est capable d'aller chercher à peu près 80-85% de tout ce qu'il y a comme carbone dans la pyrolyse comme telle. Est-ce que cela pose un problème à long terme dans 100 ans? L'intérêt du biochar, c'est qu'on utilise des résidus. C'est des résidus agricoles, c'est des résidus forestiers, c'est des résidus urbains qui souvent sont enfouis essentiellement et qui vont à ce moment-là dégager du méthane ou se dégrader en compost pour dégager le CO2. Donc, ce qu'on est capable de faire, il y a eu des études qui ont été faites notamment en Chine où on serait capable de séquestrer, on parle de milliards de tonnes juste avec les résidus agricoles qui ne sont pas nécessairement nécessaires. On a besoin d'à peu près conserver à peu près dans le milieu agricole 15 à 20 des résidus pour être capable pour les prochaines récoltes. Le reste pourrait être converti en biochar qui est remis dans les sols agricoles pour améliorer, si on veut, la séquestration du carbone, mais aussi la croissance des végétaux. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Ce qu'on voit, beaucoup d'études qui ont été faites en Californie, notamment pour réduire les risques d'incendie en forêt. Il y a énormément de résidus forestiers qui sont laissés sur le bord du chemin. On peut les convertir en biochar à ce moment-là par des unités mobiles et on séquestre encore du carbone. Et comme ça a déjà été carbonisé, même en le laissant sur place, ben, il n'y a pas de risque d'incendie supplémentaire. Les taux de captation au mètre carré sont-ils par année? Oui, de mémoire, c'était par année, je pense. On passait par mètre cube par année. Je n'ai peut-être pas été très clair dans ça, là, comme tel. Là. Oui. Pourquoi ce n'est pas utilisé pour le moment? Ou plutôt, sait-on combien de villes utilisent le biochar? Bien, pour moi, là, c'est une drôle de question. Vous savez, pas la question que vous avez, mais le fait que le biochar ne soit pas plus utilisé que ça, je ne comprends pas. C'est vraiment une approche qui est très intéressante, mais au départ, les prix du biochar sur le marché étaient très, très élevés parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'usines. Donc, on pouvait payer la tonne de biochar 2 à 3 000 la tonne. Et on n'avait pas réussi à démontrer la valeur ajoutée suffisante pour ça. Quand de plus en plus, on peut développer des usines, une ville, on va installer une usine dans une ville pour à peu près 10 à 15 millions de dollars, comme ils ont fait comme j'avais la ville de Stockholm. Au Minnesota, je pense que c'est à peu près dans les mêmes prix. Et on serait capable à ce moment-là de l'utiliser. Mais il n'y a pas beaucoup de place. On a fait beaucoup d'études en laboratoire, mais il n'y a pas beaucoup d'études sur le terrain encore qui ont été réalisées. Donc, ça limite encore le potentiel. Il y a des choses qui se font avec Agriculture Canada présentement. Il y a des unités mobiles aussi qu'on peut utiliser dans les villes qui vont être moins efficaces qu'une unité fixes, mais qui vont quand même coûter beaucoup moins cher. Mais ça reste quand même que. Puis c'est ça. Là, il y a tout un développement. Présentement, au niveau mondial, toute la valeur carbone de séquestration du biochar est achetée en crédit carbone par Microsoft. C'est Microsoft qui achète la valeur carbone de l'usine qui est à Port-Cartier. Le biochar lui-même est vendu, comme je vous disais, avec Suez en Europe. Mais la valeur carbone, le fait qu'on a séquestré du carbone, c'est Microsoft qui achète ça à peu près autour d'environ 150 US la tonne. Donc, c'est quand même. Eux, ils achètent à peu près toute la production mondiale parce qu'ils savent que le biochar va rester au-delà de 1000 ans dans les sols. Donc, c'est vraiment une permanence à long terme. Tu sais. En même temps, il y avait une autre question dans le chat en lien avec ça, pour savoir c'était quoi les sources c'était où les sources d'approvisionnement ou les usines de biochar au Canada. Les sources d'approvisionnement, ben, comme je te dis, comme à Port-Cartier, c'est avec les résidus forestiers. Souvent, dans les forêts au Québec, on utilise beaucoup les épinettes et un peu pour faire du 2x4 et pour faire de la pâte aussi. Mais les résidus d'arbres qui sont pas intéressants pour ça, on peut le transformer en biochar et on pourrait prendre les peupliers faux-trembles, des choses comme ça. On pourrait produire différents produits aussi avec le biochar. On peut l'utiliser à différents usages. Daniel, penses-tu qu'on a une assez précise comptabilité de carbone en ville? Nous avons trouvé la perte de carbone des fosses d'arbres à Montréal. Ah, OK. Ça, c'est Alison. Je ne sais pas, Alison, si on a une idée assez précise de la comptabilité de carbone dans les villes. Ça, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Tu sais. Nous avons trouvé la perte de carbone des fosses d'arbres à Montréal. OK. Comment les projections prennent-elles en compte la capacité réduite des gens de mer de stocker le carbone et leur taux de suivi plus faible? Ça, c'est une bonne question.
Alors, en général, si on ne commence pas à planter tout de suite, en général, les arbres, quand ils poussent les premières années, il n'y a presque pas de carbone qui est accumulé dans les petits arbres comme tels. Et ça vient vraiment avec le temps. Et les taux de survie, effectivement, sont très faibles par rapport aux arbres matures. Souvent, ce qu'on a pu voir dans quelques études, c'est qu'on améliorait la survie en ajoutant du biochar. Souvent, à Montréal, notamment, on a presque juste du sable dans les fosses à arbres, il n'y a presque pas de carbone comme tel. Donc, le fait de pouvoir ajouter du carbone, comme on a fait à Stockholm et ailleurs, ça permettrait probablement d'améliorer le taux de survie. Souvent, ça peut être un enjeu, ça aussi. Là. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais. Euh, Est-ce que c'est utilisé en mode économie circulaire avec les rebuts de coupe d'arbres? C'est déjà déchiqueté avant d'être cuit. Ça dépend des technologies. Les technologies mobiles qu'on a, on peut mettre des branches assez grosses et tout ça va être carbonisé avec un système de rideau d'air qui va se mettre sur le dessus. Donc, on n'a pas besoin de les déchiqueter avant d'être carbonisés, mais ça peut être effectivement, c'est l'économie circulaire. Là. Et on parle des résidus urbains, mais je n'ai pas parlé de tous les résidus de la construction aussi qu'on peut utiliser. On peut utiliser les résidus de compost aussi. Tout ce qui contient du carbone peut être carbonisé. Même, je vous dirais même, on est capable, avec des usines de production de biochar, on peut produire même du biochar avec des résidus de plastique. À ce moment-là, ce n'est pas utilisé dans les milieux agricoles. On peut à ce moment-là produire d'autres genres de produits qui sont utilisés avec ça. D'où vient le CO2 fixé du biochar? Seulement du bois d'origine. Pourquoi cela serait meilleur pour les sols que le BRF ou le pays qui sont dégradés par les champignons? C'est complémentaire. C'est que quand on utilise du BRF ou du paillis, généralement, la dégradation va se faire sur quelques années, tout dépendant du type d'épandage, du type de sol. Donc, on va complètement oxyder la matière organique qui va se libérer à ce moment-là en CO2. Tandis que quand on fait dans le biochar, le carbone va rester dans le sol pendant plusieurs centaines d'années. Ça devient un peu comme du charbon. C'est comme du charbon de bois, là, tu sais. Ça devient un peu des produits et la proportion, ce qui se crée avec les micros, comment dirais-je, la façon que le biochar est fait, c'est vraiment des petites couches minces de carbone. Ça ressemble comme à une mini-éponge et ça permet de, à ce moment-là de développer beaucoup au niveau des bactéries, des champignons qui vont croître à travers de ça. Souvent, le paillis, le compost et le BRF vont être là les 2, 3 premières années. Il faut en rajouter en ce moment-là. Le biochar, lui, va rester dans le sol. Puis il va aussi améliorer beaucoup la rétention d'eau, va créer aussi un peu plus d'humidité qui va améliorer aussi le compost aussi, et ça va aérer aussi, ça va retenir une partie des odeurs. Et ça aussi, ça va jouer aussi au niveau de la compaction. Ça va décompacter les sols aussi en milieu agricole. Et on a eu des études qui ont démontré que c'est moins dense que des sols, donc ça permet aussi une meilleure aération des sols. Pourquoi ne pas produire du biochar en utilisant les résidus de Framit et renouer et contribuer à la valorisation de ces résidus? Oui, c'est une très bonne idée. Il y a eu des études qui ont eu lieu à l'Université Laval avec un des chercheurs où il avait carbonisé de la phragmite notamment et différentes plantes comme ça. Et l'avantage, quand vous les carbonisez, c'est qu'il ne reste plus de graines, il ne reste plus rien, donc il n'y a pas de risque de propagation par la suite. Ce qui pourrait être utilisé dans ce contexte-là, c'est des unités mobiles qui existent. Il y en a une qui a été développée aux États-Unis, une petite unité qui se met en arrière d'un pick-up conventionnel qui produit à peu près 0,5 tonnes à l'heure de biochar. Et donc, on peut amener sur un site directement quand on a du fragmite. On met le fragmite dedans. À ce moment-là, tout ce qu'on produit, on peut le remettre dans le sol à ce moment-là pour aider à la croissance des autres plantes. Donc, c'est effectivement, c'est très bien pour se débarrasser des plantes envahissantes. WAFA, est-ce que le biochar peut contribuer à traiter les eaux? Dans certains cas, peut exiger jusqu'à 80 de traitement des MES. Oui, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'utilisation du biochar. Le biochar, comme c'est du charbon, donc un peu un charbon organique dans ce contexte-là, ben, ça fait un peu comme un charbon activé. Donc, on peut activer le biochar lui-même avec de la vapeur d'eau ou d'autres pour ouvrir un peu plus les pores. Et donc, on est capable à ce moment-là de traiter, d'absorber le phosphore notamment et différents produits. Il y a eu beaucoup d'études. Vous savez, il se produit à peu près 5000 études par année avec l'utilisation du biochar au niveau scientifique. Et malheureusement, ça ne sort pas beaucoup des laboratoires. Mais oui, ça peut être utilisé dans le traitement. Il y a eu des études qui ont été eu lieu aussi avec les RBV et l'École polytechnique
Puis on peut mettre le biochar à différentes grosseurs, donc ça devient intéressant, là. Alors, Myriam Nicard, là, j'en comprends que c'était donc un enjeu de mise à l'échelle de la techno sans rentabilisation à baisse des coûts. Ensuite, c'est de retourner au front pour la promotion. C'est tout à fait ça, Myriam. Il y a quelques. Vous savez, il y a deux très bons procédés au Québec qui existent. Il y a celui des RX qui est à Port-Cartier, qui s'appelle Carbonity, et il y a celui de Pyrovac, notamment, là, qui a des usines pilotes, une en Californie. Il y en a une aussi euh, dans le coin au Saguenay, qui présentement est à l'arrêt pour quelques temps. Mais dans ce cas-là, les autres, ils produisent un biocarbone qui remplace le charbon pour enlever le CO2 d'un des procédés, plus dans le secteur métallurgique. Donc, c'est vraiment une question de mise à l'échelle et de rentabilisation. C'est vraiment ça qui est l'enjeu ici. Mustapha, avez-vous des données sur les coûts de production de biochar? Exemple, pour 1 kilo de résidus pour le transformer en biochar. Les coûts de production, écoutez, c'est toujours embêtant parce que ça dépend du type d'usine qu'on a en place. Je sais que chez RX, par exemple, à l'époque, là, on avait peut-être, on a peut-être des coûts de production de peut-être par tonne, là, on est peut-être dans l'ordre du 4 à 500 dollars. Ça dépend du type de matière qu'on utilise, ça dépend du procédé. Vous savez, comme c'est encore des projets souvent pilotes avec des petites usines, souvent les coûts sont plus élevés. Les unités mobiles peuvent produire à beaucoup moins que ça, mais encore là, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. C'est quand même assez récent aussi là-dessus. Fait que je ne sais pas si ça répond à votre question. Quelle est l'énergie requise pour réaliser la pyrolyse? Ça, c'est assez drôle. C'est que, en réalité, c'est le bois lui-même qu'on utilise. Au début, on va partir de la réaction par soit du gaz naturel, du propane, ou ça peut être un petit peu du pétrole au début, ou ça peut être, dans le cas d'un procédé de pyrovac, c'est des sels fondus avec l'électricité. Après ça, la production de chaleur va être produite directement par le bois qui va être carbonisé. C'est sûr que ça ne produit pas autant de chaleur que quand on a de l'oxygène comme comburant, parce que là, on ne brûle pas complètement, mais ça dégage. Après quelques minutes, là, le procédé lui-même va générer sa propre chaleur juste par le bois qui est carbonisé comme tel. Donc, c'est vraiment pas du tout énergivore. Là, ça consomme presque rien, ça. Myriam Nickmer, il y a un problème de recyclage du plastique agricole, entre autres les tomates en serre. Cela pourrait-il être une option de les cuire ensemble, son utilisation avec des résidus plastiques est destinée à quel usage? A-t-il des effets nécessaires? Il y a un projet pilote qui a lieu justement avec les tomates en serre et avec justement Pyrovac et d'autres partenaires où ils vont, parce que la quantité de plastique est minime par rapport aux résidus agricoles. Et le plastique, c'est essentiellement des hydrocarbures. Donc, c'est du carbone avec de l'hydrogène. Donc, mélangé avec ça, ils vont faire des tests, mais il semble-t-il qu'il n'y aurait pas vraiment de problème comme tel. Par contre, si on brûle juste du plastique, comme mettons le plastique agricole qui entoure les bacs de, 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 de de foin et autres, les ballots de foin. Là, je sais qu'il y a Pyrovac qui ont travaillé là-dessus. Ils font ce qu'ils appellent un carburant. On ne peut pas dire que c'est du biochar dans ce cas-là, mais c'est de la pyrolyse de matière plastique. On est capable de faire un carburant qui rencontre les mêmes propriétés qu'un carburant fossile conventionnel. C'est utilisé à la Ville de Montréal. On fait des essais dans les autobus et autres. Donc, c'est un produit qui peut être intéressant dans ce cas-là. On ne l'utilisera pas en milieu agricole, mais c'est un substitut à ce moment-là au pétrole. C'est sûr que ce n'est pas parfait parce qu'on utilise encore des hydrocarbures, mais ça reste qu'on n'a pas eu toute l'extraction du pétrole nécessaire et on va à ce moment-là réutiliser un résidu qui est le plastique comme tel. Donc, ça peut être intéressant. Est-ce que Yann Verkirit, est-ce que le biochar est utilisé au Québec dans des fosses d'arbres et a-t-on des données associées à l'expérience? Oui, il y a une étude qui a eu lieu. J'ai vu ça cette semaine. Essentiellement, c'est la première fois que je la voyais, puis on a fait des études là-dessus. Mais je pense que ça a été utilisé aussi euh, par plus au niveau pas des fosses à arbres, mais je pense, il y a Daniel Dagenet, je pense, qui a travaillé là-dessus aussi, au niveau des fosses de rétention et autres. Mais il y a une étude qui a été faite, mais on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Il y aurait vraiment un intérêt, comme je vous dis, à pousser beaucoup plus ce volet-là. Là. Je me rends compte que la majorité des questions étaient sur le biochar. Je ne suis pas réalisé, là. Je sais que c'était un beau sujet la dernière fois, déjà pas l'année passée, l'autre d'avant, je pense. Oui, oui. Mais
On a encore des questions aussi dans le chat. On va Ah peut-être pas toutes les prendre, mais oui, est-ce que les données sur la séquestration du carbone par le biochar sont nettes sans les émissions dues à la production du biochar? Ce ils que sont tu as neufs. donné, là. Oui. Ben, Ok. il y a plusieurs analyses de cycle de vie qui ont été faites, là, et on est capable de quantifier la partie qui va être émise et ce qu'on est capable de séquestrer, là. C'est sûr que ce n'est pas parfait, là, mais parce que ça reste qu'il y a une partie, mais ça dépend des technologies. Comme je vous dirais, il y a une technologie de Pyrovac, eux autres, ce qu'ils font, c'est que en général, ce qu'on fait, c'est quand on carbonise le biochar, il y a des gaz volatiles parce que 50 d'un arbre, par exemple, c'est pas du carbone, c'est de l'hydrogène, c'est de l'oxygène. Et on se retrouve avec une huile lourde qui peut être générée par ça, qu'on peut à ce moment-là utiliser dans différents procédés. Il y a des huiles légères aussi qu'on peut faire ce qu'on appelle un vinaigre de bois, un acide pyrolytique, qui est utilisé par une compagnie justement qui est en Californie qui utilise les coquilles d'amande. Et ce vinaigre de bois-là, quand on le dilue ensemble, mettons, là, ça devient un engrais, un accélérateur de la production de photosynthèse, des mécanismes assez complexes. Il y a environ 200 substances qui se retrouvent dans ce vinaigre de bois-là à base d'alcool. C'est sûr qu'il y a de l'acide acétique et autres, là, mais qui sont capables à ce moment-là. Quand on l'utilise à forte concentration, ben à ce moment-là, ça devient un herbicide naturel ou un phytocide naturel qui peut être Mhm. utilisé en agriculture biologique comme tel. Parfait. On va prendre une dernière question. Si on utilise du biochar dans les sols et on caractérise ces sols, est-ce qu'ils vont sortir en sol A, B ou C en contamination? Ben, en général, quand on va utiliser du biochar, on peut utiliser du biochar, par exemple, qui vient de la phytoremédiation. Mettons qu'on aurait eu des sols contaminés avec des métaux lourds ou avec des hydrocarbures. Le fait d'avoir fait pousser mettons, des saules dans des sols contaminés, on aurait pu augmenter un petit peu la concentration de métaux lourds dans les sols, et donc, mais probablement que ça ne serait pas significatif. Mais quand on utilise des résidus forestiers ou des résidus agricoles, tout ce qu'on retrouve dans le biochar, c'est le carbone lui-même comme tel. Il peut y avoir un petit peu d'HAP, mais en généralement, c'est lavé rapidement dans les procédés de pyrolyse parce que c'est des volatiles qui vont rester. Donc, le reste, ça va être essentiellement du carbone. Donc, on ne devrait pas avoir on n'a jamais relevé de risque dans la littérature que j'ai pu lire sur l'impact du biochar au niveau agricole. Les sols vont rester comme ils étaient avant. Il n'y aura pas d'augmentation de la contamination. C'est sûr que si on utilise on peut utiliser des bouts d'épuration pour faire du biochar, qu'on appelle un hydrochar à ce moment-là, parce qu'il y a des procédés. Là, il faudrait caractériser pour être sûr qu'il n'y a pas de risque, mais ça pourrait être utilisé dans certains types d'usages. Le biochar, je vous ai mis, c'est mis dans le milieu agricole, mais on peut utiliser ça aussi mélangé avec du béton, c'est du carbone. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans la littérature, c'est que une grosse partie du carbone fossile pourrait être remplacée par du biochar comme tel dans les procédés autant chimiques et autres. Même quand j'ai vu quelques études où on utilise notamment la partie volatile du biochar, donc le vinaigre de bois et autres, on serait capable d'extraire certains produits en milieu pharmaceutique, entre autres, là, pour des usages pharmaceutiques comme tel. Donc, ça devient intéressant. C'est vraiment surprenant que ça ne soit pas plus développé que ça, là. Mais Ouais. on commence à le voir là, dans les derniers rapports du GIEC, là, donc du groupe international sur l'évolution du climat, là, on a rendu compte que le biochar était une des technologies les plus avancées pour être capable de séquestrer le carbone et aussi pour d'autres usages de remplacement. Parfait. OK? Donc, je pense qu'on va conclure les questions avec ça, vu que, ben, finalement, Oui, je pense qu'on a quand même pas mal on a bien réussi à toutes les répondre. Donc, merci beaucoup, Daniel. ça fait plaisir. Puis, ben, dans le fond, pour ceux que, excuse, qu'est-ce que, Comme j'ai dit, moi, j'ai produit un mémoire qui détaille beaucoup plus ces informations-là. Je vais te le fournir, Cynthia. Tu l'as parfait. déjà reçu, je pense, et à ce moment-là, on pourra le rendre public aux gens qui ont suivi la présentation. Ça a été déposé dans le cadre avec l'Office de consultation publique de Montréal pour aider la Ville de Montréal à atteindre sa carboneutralité comme telle. Ok. C'est très Parfait. détaillé, une quarantaine de pages avec, je dois avoir comme 150 références là, qui vont être
probablement pousser plus loin pour les gens qui sont intéressés. Ouais, je vais l'envoyer par courriel à tous ceux qui ont participé. Puis C'est ben, la bon. présentation PDF, par exemple, ça va être juste pour les membres sur le site Internet. Donc, Bon, je vais le mentionner aussi dans le courriel. Puis, ben, dans le fond, pour ceux que ça intéresserait aussi, notre prochaine activité, ben, sera le 2 avril sur les projets de génie végétal. Donc, il reste encore quelques places de disponibles. Et mais si vous voulez ne rien manquer de nos prochaines activités à venir, vous pouvez vous inscrire à notre infolette ou devenir membre de la SQP aussi pour un tarif de 50 $ par année pour avoir accès aux enregistrements et PDF et des rabais pour toutes nos activités payantes. Donc, on remercie tout le monde d'avoir participé à ce beau webinaire et ben, je vous souhaite une bonne journée.